rapport au handicap, la société, elle évolue bien, je pense, mais lentement. L'autonomie, je dirais, c'est important. Faire sans nos parents ou sans quelqu'un qui nous accompagne, je pense que c'est important. Il y a quand même des fois où les handicapés peuvent se débrouiller tout seuls. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens de travailler sur l'autonomie. Chacun peut exercer un métier. Mais bon, il y a des fois où ils ont besoin de l'aide. Peut-être adapter quelques petites choses pour qu'ils arrivent à s'intégrer. Il faut avoir le plus d'autonomie possible. Ça peut bien se passer si on a quelqu'un qui nous accompagne dans le métier au début et qu'après on puisse être tout seul à apprendre, etc. Si on les pousse trop à faire quelque chose, qu'on est tout le temps derrière leur dos, ça va être plus compliqué pour eux. Alors que s'ils sont autonomes, ils vont peut-être mieux s'intégrer. La personne, si elle a une autonomie et qu'elle le sait et qu'on lui dit, je pense que ça va la motiver encore plus. On a besoin d'être autonome. On ne peut pas dépendre des autres toute sa vie. On peut faire plusieurs métiers qui sont un peu plus aménagés sur les handicaps. Les personnes qui ne réussissent pas à être autonomes doivent choisir un métier qui s'adapte à eux. On l'adapte en fonction du handicap. Si on a un handicap un peu plus développé, c'est sûr que ça va être un petit peu plus compliqué au quotidien. Tout le monde peut faire un métier, tout le monde peut faire ce qu'il aime. C'est pas dérangeant, même si tu as un handicap, peut-être que tu auras plus de difficultés. Surtout, pas se limiter à ce que la société nous impose. On peut tout faire. On peut tout faire si on se donne la chance. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus fatigant, mais c'est toute notre vie qui est comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, j'ai le grand plaisir, j'ai le grand honneur d'accueillir Coralie. Coralie est psychologue, diplômée de l'école de psychologues praticiens de Paris. Et elle est également docteure en psychoéducation. Elle est chercheuse associée à l'ADEPAS qui travaille sur la participation sociale à Lille et au CREMIS qui travaille sur l'inclusion à Montréal, au Québec. Coralie, je te laisse la parole pour une petite heure de conférence. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre juste une petite minute pour me présenter, pour vous expliquer. Donc, je travaille sur ce sujet-là d'autodétermination depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. J'ai été formée en Suisse, en France, où j'ai fait une partie de mes études, et au Québec, où je vis encore aujourd'hui. Donc, si vous entendez des petits bouts d'accent québécois, c'est normal. C'est à cause de ça. J'en profite aussi pour faire une petite pub de mon bouquin parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, j'ai fait une thèse sur ce sujet-là de l'autodétermination. Les thèses, c'est chiant à lire, hein. Le vernis scientifique, bref, c'est laborieux. Et on s'est dit avec mon collègue que ça serait chouette d'en faire un livre qui soit plus facile à lire, plus agréable à lire. Donc, dans ce bouquin-là, on parle de deux sujets qui sont l'autodétermination et la désinstitutionnalisation. Donc, qui sont très dans l'air du temps, on va dire. Ok, donc, je vais vous parler d'autodétermination pendant 1 heure. Ça va se dérouler à peu près en 2 parties. Une partie théorique et une partie plus pratique. L'idée, c'est que vous sortiez de cette heure-là en sachant c'est quoi l'autodétermination et en sachant quoi faire pour pouvoir la favoriser chez les enfants et en comprenant pourquoi c'est important. Alors l'autodétermination, du fait de ses racines auto et détermination, donc auto soit détermination, choisir, décider, on se dit rapidement c'est le fait de choisir pour soi. Alors c'est pas faux, mais c'est pas complet. Dans le sens que si l'autodétermination c'était un escalier, faire des choix ça serait juste une marche. Et donc dans cette partie de théorie-là, en fait moi je vais vous parler de toutes les autres marches. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, je vais vous bombarder de théories. Il va y avoir beaucoup d'exemples. Quand je présente l'autodétermination, j'aime bien commencer par ces 3 définitions-là. On s'entend, il y en a plein, des définitions d'autodétermination. Chez nous, en France, c'est pas mal récent qu'on parle de ce sujet-là, mais en vrai, la recherche travaille là-dessus depuis 40 ans. Donc, il y a plein de gens qui ont donné plein de définitions. Moi, j'aime bien celle-ci. 3 définitions, parce qu'à l'intérieur de chacune d'entre elles, il y a un élément qui est fondamental. Si cet élément n'est pas présent, dans ce cas, on n'est pas en train de faire de l'autodétermination. Première définition, donc, qui nous dit qu'être autodéterminé, en fait, c'est être le maître d'œuvre de sa vie, dans le but d'améliorer ou, à minima, de maintenir sa qualité de vie.
Bon, l'élément important ici, c'est la notion de qualité de vie. Et alors là où ça se complique, c'est que ce qui est ma qualité de vie ne sera pas forcément votre qualité de vie. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Ça peut paraître simple comme ça, mais des fois, il y a des situations qui sont un peu plus complexes. Puis je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fume. J'aime bien commencer avec des exemples un peu touchy, comme ça fait discuter, ça fait du débat. Quelqu'un qui fume, on s'entend, la cigarette, c'est mal, ça fait le cancer, etc. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui fumait des cigarettes parce qu'il était timide, puis la cigarette, c'était sa façon d'entrer en relation avec des gens, d'aller fumer avec eux, de demander un briquet, etc. Donc en fait, grâce à la cigarette, lui, il se faisait des amis. Je ne vous dis pas que c'est bien de fumer 4 paquets par jour, on s'entend. Mais pour cette personne, fumer, ça améliore sa qualité de vie d'une certaine façon. Donc restez vigilants que pour moi et ma qualité de vie, ce ne sera pas forcément ce que pour l'autre et sa qualité de vie. Ok, donc première notion importante, qualité de vie. Deuxième définition, là c'est d'autres chercheurs qui nous disent qu'être autodéterminé, c'est avoir du contrôle sur ce qui est important pour soi. Et pareil que pour la qualité de vie, ce qui est important pour moi, c'est pas ce qui est important pour toi, enfin bon. Et là je vais vous donner un autre exemple, parce que ça peut paraître une évidence comme ça, mais dans le quotidien, on peut l'oublier assez facilement. Et cet exemple-là, ça vient d'un établissement, parce que je travaille avec des établissements en France, puis au Québec. Et eux, donc, ils accueillent des jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle. Et donc, ils ont voulu organiser des vacances. Ok, et ils se sont dit, on va organiser en permettant aux personnes de choisir. Super. Donc, ils avaient le choix entre aller à la plage, la montagne, etc. Et seulement, ils n'ont pas dit quel intervenant, quel animateur allait où. Parce qu'ils se sont dit, on veut pas genre, les influencer ou quelque chose. Sauf que pour certains, ce qui était important, ce n'était pas le lieu, c'était les gens avec qui ils allaient en vacances. Donc l'intention est vraiment bonne, mais on a oublié un élément, que ça dépend qu'est-ce qui est important pour la personne. Donc qualité de vie, ce qui est important, dernière définition, on nous dit être autodéterminé, c'est le fait de gouverner sa vie, d'avoir du pouvoir sur celle-ci, le tout sans influence externe indue. Alors l'influence externe, elle est normale. Si je vois quelqu'un revenir de vacances avec des photos paradisiaques, je vais peut-être me dire « Ah, moi aussi, je vais aller en vacances là ». Ça, c'est une influence, c'est normal. On est tous et toutes influencés au quotidien. L'influence qu'on veut éviter quand on travaille l'autodétermination, c'est l'influence indue. Indue, c'est quand la personne en face perd sa liberté de vraiment dire ce qu'elle veut. Et alors, il faut être assez doux avec soi-même. Des fois, on a de l'influence indue sans faire exprès. Sauf que les enfants sont particulièrement vulnérables face à ce type d'influence-là. Les jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle aussi. Là, ça s'appelle la désirabilité sociale, en gros, l'envie de faire plaisir. Puis je vais vous donner un autre exemple d'une personne accompagnée qui va faire des courses avec un intervenant, une intervenante en soi, là. Et bref, elle rentre dans un magasin et puis la personne achète un pull rouge. C'est important, la couleur. Puis une semaine plus tard, on se rend compte qu'elle n'a toujours pas mis son nouveau pull. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, en discutant avec sa famille s'est rendue compte que, en fait, elle n'aimait pas du tout son pull, ça la gratte, et en plus, elle déteste la couleur rouge. Mais alors, pourquoi elle l'a acheté ? En fait, on comprend après, en discutant avec elle, que pendant les essayages, c'est l'intervenante, elle était stagiaire à l'époque, qui, quand elle l'a essayé, a fait « Waouh, mais il est trop beau !» Donc, elle voulait lui faire plaisir. Elle a eu une influence indue. On s'entend, c'est pas grave, c'est pas une catastrophe. Par contre, pour pouvoir travailler l'autodétermination, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience et pouvoir retravailler la situation avec la personne, qu'elle soit adulte, qu'elle soit enfant, et pouvoir lui expliquer que c'est pas parce que j'ai eu tel et tel commentaire que tu n'as pas le droit, toi, de donner ton avis, de prendre une décision, etc.
Ok, donc 3 éléments. Qualité de vie, ce qui est important pour soi, et être vigilant à l'influence externe indue. Si quand vous faites une intervention, quand vous faites un plan de travail, n'importe quoi, il n'y a pas ces 3 éléments, vous n'êtes pas en train de faire de l'autodétermination. C'est bon? Puis il y en a d'autres, des ingrédients qui vont se rajouter. Si on veut voir l'image globale, en gros, l'autodétermination, gardez aussi toujours ça en tête, mais j'ai l'impression que je vais beaucoup vous le répéter, c'est un ensemble de valeurs. Elles sont à la fois individuelles et sociétales, je pense que ça a été bien dit dans les mots d'introduction de tout à l'heure, qui reconnaissent tout simplement le droit aux personnes de vivre la vie qu'elles ont envie d'avoir. L'autodétermination, c'est à la fois simple, quand c'est expliqué en ces termes-là, mais pas mal compliqué quand on est dans la vie de tous les jours et qu'il s'agit de la mettre en place. Je vais prendre un moment ici pour vous donner un petit peu les ingrédients de l'autodétermination. Par contre, je peux vous donner des ingrédients, je peux vous donner des balises pour réfléchir, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette d'autodétermination. C'est pas si simple puisque c'est tellement individuel, ça dépend tellement des valeurs et des préférences des personnes que on est incapable. Puis si un jour quelqu'un vous dit « moi j'ai la recette autodétermination », c'est pas vrai. Alors, les ingrédients. Ici, c'est 2 chercheurs qui s'appellent Deci et Ryan. Eux, ils ont principalement travaillé auprès d'élèves. Et ils ont travaillé notamment sur le décrochage scolaire. Pourquoi certains élèves décrochent et pas d'autres? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont travaillé sur, ça s'appelle une théorie de la motivation. Pour eux, l'autodétermination est intrinsèquement liée à cette notion-là d'autodétermination. Et ils ont élaboré dans leur théorie, ils disent que pour travailler l'autodétermination des personnes, il y a des besoins fondamentaux qui doivent être rencontrés. Et ils ont déterminé 3 besoins. Encore une fois, quand on travaille l'autodétermination, c'est important de pouvoir s'assurer que c'est ça qu'on est en train de faire. Là où ils ont complexifié la tâche, c'est qu'ils ont leur propre définition de ces termes-là. Donc pour eux, l'autonomie, c'est en fait la capacité d'un individu à avoir du pouvoir sur ce comportement. Mais ce qui est aussi important, c'est que la personne se rende compte qu'elle est capable de gérer son comportement. Donc pour eux, l'autonomie, c'est ça. J'insiste parce qu'après, il y en a une autre, c'est une autre définition de l'autonomie. Donc là, c'est le fait de pouvoir être en contrôle de son comportement, de ses actions. Ok, compétence. Pour eux, la compétence, c'est le fait de se sentir en mesure de vivre ses propres expériences. Et je trouve que la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure avec les jeunes qui parlaient, c'est exactement ça dont ils parlent. Le fait de pouvoir vivre leurs expériences, d'avoir cette liberté-là. À un moment, il y en a même un qui dit un truc du genre « on peut faire tout seul ». Bon, ça, c'est une manifestation de désir d'autonomie. Et enfin, le dernier, et vraiment pas des moindres, le sentiment d'appartenance qui a été évoqué tout à l'heure. En fait, le sentiment d'appartenance, c'est le fait de se sentir capable d'entrer en relation. Et ça commence dès tout petit et tout du long du développement et jusqu'à la fin de la vie. Pour pouvoir entrer en relation de manière saine, il faut se sentir sécure. Il faut se sentir compétent. Il faut se sentir capable. Donc, toutes ces choses-là s'apprennent et se déroulent pendant l'enfance. C'est pour ça que c'est hyper important de vous parler d'autodétermination pour les enfants. La majeure partie du temps, on travaille avec les adultes. Il n'est pas trop tard, mais ça commence dès l'enfance. Alors, je vais passer sur l'autre grande théorie, parce qu'on a 2 grandes théories, la théorie de la motivation, puis celle-ci, qui s'appelle le modèle fonctionnel. En fait, je vous ai montré juste une petite partie, parce qu'il est vraiment gros et complexe. Mais pour ce matin, on va se contenter de ça, puisqu'on parle des ingrédients d'autodétermination. Donc, il y en a 4 pour eux. L'autonomie, l'autorégulation, l'empowerment, l'autoréalisation. Je pense qu'il y a certains mots, dont l'empowerment, que vous avez déjà entendus. On va commencer par l'autonomie.
Encore une fois, là, c'est Webmeyer qui a travaillé là-dessus. Il a sa propre définition de l'autonomie. Elles sont toutes nécessaires, ok ? Même si ces définitions ont l'air mélangeantes, elles sont toutes importantes. Pour eux, l'autonomie, en fait, c'est le fait de pouvoir identifier ses préférences, de les nommer, donc de les communiquer, ces préférences-là, et d'amorcer une action, même pas la faire, hein, juste la démarrer, d'amorcer une action en conséquence. L'autorégulation, souvent, quand on veut travailler l'autodétermination de quelqu'un, c'est souvent là que ça coince. L'autorégulation, en fait, c'est la capacité d'anticiper les conséquences de ses choix, les conséquences de ses actions, etc. Ça, quand on est enfant, on n'a pas encore cette compétence-là et c'est normal, on doit l'apprendre. Donc en tant qu'adulte, parent, intervenant, enseignant, eh ben, un de nos rôles, c'est d'accompagner l'enfant à développer cette compétence-là d'autorégulation. La notion d'empowerment, qui est aussi vraiment importante. En français, on le traduit par pouvoir d'agir, mais ce n'est pas exactement ça, en fait. L'empowerment, c'est le fait d'avoir du pouvoir sur sa vie, ok, good, mais c'est d'être conscient qu'on a du pouvoir sur sa vie. Et ça, donc vous l'aurez compris, moi je suis spécialisée, entre guillemets, en déficience intellectuelle, c'est pour ça que la majorité de mes exemples sont dans ce domaine-là. Une personne qui a une déficience intellectuelle, des fois, faire le lien entre un choix qui a été pris puis le fait que ça se passe, ce n'est pas forcément une évidence, surtout quand il y a un délai de temps. On revient à l'exemple des vacances. Quand une personne a choisi d'aller à la plage, mais elle va à la plage 6 mois plus tard, à quel point elle s'en rappelle, à quel point elle fait le lien entre le jour où elle a voté d'aller à la plage et le moment où elle y va. Donc, comment on fait pour développer vraiment l'empowerment de cette personne? Parce qu'elle en a eu du pouvoir sur sa vie, elle est à la plage, elle l'a décidé. Mais si elle n'en a pas conscience, donc, il y a tout un accompagnement à faire. Puis, je vous parlerai des outils qui existent, mais un des plus simples, en fait, c'est tout simplement le feedback. Rappeler régulièrement, faire un décompte, l'inclure dans la vie quotidienne de la personne. Donc gardez bien en tête, pouvoir agir sur sa vie, mais être conscient qu'on est à l'initiative des choses qui se passent dans notre vie. Et enfin, l'autoréalisation, qui est un que j'aime beaucoup, c'est le fait de se fixer des buts et se donner les moyens de les atteindre. Et là, pareil, quand on est un enfant, se fixer des buts, c'est pas forcément évident. Se fixer des buts qui correspondent à nos compétences, nos capacités, ça s'apprend tout simplement. Et donc le rôle de l'adulte, c'est d'accompagner l'enfant à se fixer des buts qui correspondent ou qui sont dans sa zone de développement d'apprentissage. Alors pourquoi je vous rabâche les oreilles avec l'autodétermination aujourd'hui? Il y a plein de raisons. L'autodétermination, c'est un sujet qui est extrêmement important. Déjà parce que ça augmente la qualité de vie. Vous allez me dire, c'est logique, tu viens de dire que c'était un des ingrédients. Oui, mais pas que. La recherche nous montre que des personnes dont le niveau d'autodétermination est plus élevé, leur niveau de satisfaction par rapport à leur vie est également plus élevé. Un autre élément, c'est que quand on développe son autodétermination, on développe d'autres trucs. On développe les habiletés relationnelles, tout simplement comment se faire des amis, comment se faire une copine, un copain, comment être en couple, comment être... toutes ces choses. Donc, on apprend à être un être social quand on développe son autodétermination. Et aussi, la recherche démontre, il n'y a pas juste ça, il y a une meilleure santé mentale et physique. Alors pour l'instant, la recherche n'est pas capable d'expliquer vraiment le pourquoi. Tout ce qu'on voit, c'est que quand il y a une autodétermination plus haute, il y a un niveau de santé plus haut. Le pourquoi devient plus délicat, plus complexe. Mais on peut émettre quelques hypothèses que je me risquerai peut-être pas là, mais en même temps, être autodéterminé, c'est avoir du pouvoir sur sa vie, c'est être bien dans ses valeurs. Ça paraît logique qu'en général, on aille bien, quoi. Mais la recherche ne l'a pas encore démontré de manière solide.
Une autre des raisons, c'est que ça a été reconnu, ça fait déjà quelques années maintenant, comme une meilleure pratique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là de meilleure pratique. En fait, meilleure pratique, c'est comme un label qu'on voit dans les restos. C'est des groupes de chercheurs, de praticiens qui se réunissent et qui comparent, avec des critères scientifiques, différentes pratiques d'accompagnement. Et en gros, il y en a un à la fin qui gagne, c'est celui qui obtient le label meilleure pratique. Et aujourd'hui, celui qui a le label meilleure pratique, c'est l'autodétermination. Dans 10 ans, ça sera autre chose, et tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'on avance. Mais aujourd'hui, c'est l'accompagnement à l'autodétermination qui est le best. Et enfin, dernière raison pour laquelle parler d'autodétermination et travailler ce sujet-là est hyper important, c'est tout simplement que c'est une demande des personnes concernées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le slogan « Rien sur nous sans nous ». Eh bien, c'est en quelques mots ce que veut dire l'autodétermination. En gros, les personnes concernées, même les enfants, devraient participer autant que faire se peut à tout ce qui les concerne. Et oui, même les enfants, quand il y a une conversation ou, mettons, un conflit dans la famille. Je ne vous parle pas d'un enfant de 3 mois, mais 7 ans, 8 ans. Un conflit dans la famille, je ne vous parle pas non plus d'un conflit de couple, par exemple l'homme qui a trompé, là, ça ne regarde pas l'enfant. Mais des difficultés de communication dans la famille, on ne s'entend pas, on se dispute tout le temps. L'enfant peut participer à cette conversation-là, ou du moins y assister, pour pouvoir voir des personnes échanger comment on fait pour résoudre un problème. Donc, c'est une demande majeure des personnes concernées, que ce soit de ce côté de l'océan, tout autant de États-Unis et Canada. L'autodétermination, ça concerne qui? Aujourd'hui, on parle d'enfants. Moi, la majeure partie du temps, je parle d'adultes qui ont une déficience intellectuelle. En fait, l'autodétermination, ça concerne absolument tout le monde jusqu'à la fin de sa vie. Et ça concerne tout le monde, quels que soient les défis rencontrés, quelles que soient les situations de handicap rencontrées. Pourquoi on en parle autant pour les adultes qui ont une déficience intellectuelle? C'est parce que l'autodétermination, finalement, c'est un ensemble de compétences qui s'apprend quand on est enfant. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas trop tard quand on est adulte. Mais on se rend compte qu'un adulte qui a grandi en ayant des défis, donc ça peut être un enfant avec des troubles d'apprentissage, un enfant avec un retard de développement, n'importe quoi. Les adultes qui, pendant leur enfance, ont vécu des défis, ont un niveau d'autodétermination moins élevé que leur père. Pourquoi? Pareil, en recherche, on commence à le démontrer, mais c'est vraiment les balbutiements. L'hypothèse principale étant que pendant le développement de l'enfant, pendant son enfance, il y a moins souvent l'occasion de faire ces apprentissages-là. En n'accompagnant pas ou moins un enfant avec des défis à développer ses compétences d'autodétermination, ça donne un adulte qui a un niveau moins important. Mais rappelez-vous, toutes les autres compétences, les habiletés sociales, la santé mentale, la santé physique, etc. Et ça, ce processus-là, ça s'appelle le processus de production du handicap. Donc on rajoute de la difficulté à la difficulté. Et c'est pour casser ce processus-là qu'il est important, primordial, de parler d'autodétermination pour les enfants dans leur développement. Ok, alors maintenant, l'autodétermination, elle ne se manifeste pas pareil chez un enfant et chez un adulte. Alors pour vous donner une petite idée, une petite image, là, comment ça se manifeste chez un tout petit? Tout simplement par des élans de curiosité. Le tout petit qui s'éloigne à 4 pattes. Là. Donc ça s'appelle des comportements d'exploration qui sont tout à fait normaux et qui sont à encourager particulièrement pour les enfants en développement atypique. Ensuite, quand on est un tout petit peu plus grand, ça arrive beaucoup par... vous savez, quand le non arrive, non tout le temps, partout, c'est une manifestation d'autodétermination. Je ne vous dis pas que c'est confortable, par contre, non. Vraiment pas. Mais c'est une manifestation d'autodétermination. Ou quand c'est l'heure d'aller à l'école, on est en retard, et puis que là, l'enfant dit « Non, moi je veux mettre ma fermeture éclair tout seul ».
On est déjà bien en retard, mais bon, je ne vous dis pas qu'il faut absolument systématiquement dire « oui, d'accord, ok, c'est ton autodétermination, vas-y, c'est pas grave ». Non, mais gardez-le en tête et la prochaine fois, ça serait bien qu'il essaye de mettre son zipper tout seul. Il y a aussi le moment où toutes ces questions que pose l'enfant, et puis pourquoi le ciel il est bleu et où va l'arc-en-ciel, etc. Bon, tout ça, c'est de la curiosité, c'est des manifestations d'autodétermination. Puis à l'adolescence, belle période bien agréable, il y a une recherche identitaire, donc c'est chez tous les enfants, développement typique, pas typique, peu importe, il y a une recherche identitaire et un désir de prendre plus de décisions pour soi. Genre, l'ado vous dit « je vais chez un tel » au lieu de « est-ce que je peux y aller ?» C'est une manifestation d'autodétermination et même si ce n'est pas une période facile, il faut reconnaître à l'ado, quel que soit son développement, le fait qu'il est arrivé à un stade où il peut choisir plus de choses que quand il était enfant. Il peut décider plus de trucs que quand il était enfant. Je continue avec un autre point de vigilance, mais qui est vraiment, vraiment très important lui aussi. Ce que n'est pas l'autodétermination. Ça, j'insiste, ça, je l'ai rajouté parce que surtout le faire ce que je veux quand je veux. Ça, j'ai dû le rajouter à mes conférences et mes formations parce qu'au début, je formais donc des adultes qui ont une déficience intellectuelle et puis qui vivaient dans un hébergement, enfin bon bref. Et après les avoir formés, je reviens quelques mois plus tard et on me dit il faut peut-être remettre les points sur les i et les barres sur les t parce que certains d'entre eux s'étaient emparés du concept et on profitait pour sortir et rentrer tard le soir en criant dans les couloirs. Bien sûr, les autres dorment et quand on leur dit chut, et ils voient, je fais ce que je veux, je suis autodéterminée. Donc, j'apprécie, moi j'aime bien, mais non. Malheureusement, l'autodétermination, c'est pas de l'anarchie, c'est pas faire ce que je veux quand je veux. On vit en société, il y a des règles à respecter, donc être autodéterminé, je vous dis pas qu'il faut rentrer dans le cadre, être une tarte dans un moule, là, non. Mais il y a des règles pour vivre correctement en société qu'il faut savoir respecter. Mais pour ça, il faut les connaître, il faut les apprendre, puis qu'on nous donne les outils pour les respecter correctement. Bon, c'est pas non plus une absence d'accompagnement. Ça, je l'ai déjà vu aussi. On m'a dit, oh, le mercredi après-midi, c'est autodétermination. Et en fait, ça voulait dire rien. Genre, on laissait les jeunes faire les activités qu'ils voulaient faire. Ben non, c'est pas vraiment ça l'autodétermination. Il y a un accompagnement qui est peut-être plus discret, qui est peut-être plus en retrait, c'est moins visible, mais il y a un accompagnement qui est là et qui est assez intense en termes de réflexion, d'anticipation, etc. Donc c'est pas une absence d'accompagnement. L'autre chose, être autodéterminé, ça veut pas dire être complètement indépendant, pas avoir besoin d'aide. C'est pas ça. Et là-dessus, je donne souvent l'exemple de ma grande sœur. Ça date, cette histoire, mais quand même, c'est très valable. Ma grande sœur, c'est une personne qui était très, très bonne en mathématiques quand elle était au collège, mais elle détestait ça. Elle était bonne, mais elle détestait ça. Donc, du coup, elle a fait un bac scientifique, spécialité maths. Et elle détestait ça, mais tout le monde était en train de me dire « T'es tellement douée là-dedans, il faut absolument que tu fasses ça, c'est tellement bien, t'as un avenir brillant devant toi, super ». Elle a eu son bac avec mention très bien. Après, devinez qu'est-ce qu'elle a fait? Maths sup, maths spé, c'est ça. Donc pour moi, ça a été l'enfer. Elle détestait toujours les maths, mais elle était tellement brillante, tellement douée. Donc, et puis à la fin de maths sup, maths spé, on passe des concours pour rentrer dans des écoles prestigieuses, pitou. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris, elle s'est réveillée et puis elle a dit, elle a envoyé tout ça balader et elle a fait finalement quelque chose qui l'intéressait vraiment. Aujourd'hui, ma sœur va mieux et c'est s'autodéterminer un peu mieux. Et pour tout vous dire, un jour, elle a regardé une conférence, elle ne savait pas que je parlais d'elle et elle s'en est rendue compte comme ça. Maintenant, elle est au courant. C'est une personne qui était totalement indépendante, pas du tout autodéterminée. C'est ça, comme je vous dis, ça va mieux. À l'inverse, je ne sais pas si vous connaissez le blog qui s'appelle Roulette et sac à dos. C'est une jeune femme que je suis depuis un moment. Donc, c'est une jeune femme qui est tétraplégique suite à un accident, si je me rappelle bien. Elle parcourt le monde.
et elle vit de son blog, donc vous vous doutez bien qu'elle a besoin d'accompagnement pour tous les gestes du quotidien. Manger, assurer son hygiène, etc. Donc un niveau de dépendance quand même assez intense. Par contre, une autodétermination énorme. La fille voyage à travers le monde, elle vit une vie rêvée. Donc soyez bien vigilants, l'indépendance, l'autodétermination par rapport. Je ne vous dis pas que c'est pas plus facile, c'est vrai que c'est plus facile quand on a moins d'obstacles de développer son autodétermination, mais ce n'est pas impossible, il n'y a pas un lien de causalité entre les deux. Ok, autre point important, ce n'est pas uniquement pour les gens qui verbalisent. Ça, on me le dit tout le temps, oui, mais les gens qui ne communiquent pas, déjà, qui ne verbalisent pas, parce qu'on peut très bien communiquer sans verbaliser. Gardez bien en tête, il y a d'autres façons de communiquer. Il y a d'autres façons d'exprimer ses préférences, ses souhaits, ses désirs, ses envies que par la parole. Et enfin, ce n'est pas non plus une liste de comportements, même si depuis tout à l'heure, je vous parle de choisir, de décider, de planifier, de se connaître, etc. Ce n'est pas une liste de comportements. Parce que des fois, il y a des comportements qui sont autodéterminés, mais il faut les interpréter. Et là, je vais vous donner l'exemple, pour le coup, c'est un ado qui ne verbalise pas, qui est en fauteuil roulant. Et donc, j'étais en rencontre avec son équipe qui me disait, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'il arrive, c'est un gamin adorable, jamais eu de problème avec, et là, il se met, quand on est tous à table, à mettre des claques à son voisin. Et puis, on en discute, ils vont à la rencontre du garçon, et en fait, ils ont fini par se rendre compte, en observant le garçon, que son fauteuil lui faisait mal. En fait, il était en train d'être blessé au niveau de la jambe. Et donc, c'était une façon pour lui là, d'aller mettre des claques à son voisin, de signifier, de communiquer, quelque chose est en train de se passer et j'ai besoin que tu agisses pour que ça aille mieux. Et donc ça, c'est un comportement 100% autodéterminé. C'est pas hyper acceptable socialement, mettre des claques à son voisin, mais c'est 100% autodéterminé. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire une liste de comportements parce que sinon il faudrait mettre une claque à son voisin et ça ne marche pas. Donc toujours interpréter, comprendre les situations à la lumière de l'autodétermination, ça donne ça des fois. Mettre des claques, c'est autodéterminé. Je vais faire juste un petit point rapide sur l'école, parce que l'école, l'entrée à l'école, est un moment hyper propice au développement de l'autodétermination. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui se passent. On rencontre plein de nouvelles personnes, et l'important par contre là-dedans, ça a été nommé un peu tout à l'heure, c'est d'avoir un environnement qui soit soutenant et sécurisant. Et ça, quand on parle d'école inclusive, c'est 2 piliers qui devraient être mis en avant de manière systématique. À l'école, par rapport à l'autodétermination, il faut être très vigilant quant à l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, en fait, c'est quand un élève lâche l'affaire dû à des échecs répétés. Et ce, peu importe ses capacités. Et en fait, ça, c'est l'opposé de l'empowerment. C'est qu'on a l'impression qu'on n'a plus de pouvoir sur sa vie. Écoute, quoi que je fasse, les efforts que j'ai beau mettre en place, ça ne fonctionne pas, donc je laisse tomber. Et bien souvent, l'impuissance apprise est à l'origine plus ou moins proche dans le temps du décrochage scolaire. Donc, quand on pense à l'autodétermination, etc., il faut quand même être super vigilant par rapport à ce concept-là. Ça, je vous l'ai déjà dit que la recherche démontre qu'il faut encourager, soutenir, développer l'autodétermination, et ce dès le plus jeune âge, parce que c'est un impact significatif quand on grandit et à l'âge adulte. Ok, votre rôle dans tout ça, un éducateur, un intervenant, un parent, eh bien votre rôle, la majeure partie du temps, vous vous en rendez pas compte, mais votre rôle, c'est d'être des modèles. Les enfants, ils nous regardent, ils nous copient, et la majorité, et ça, vous pouvez mettre en place, utiliser des outils, mettre des projets et tout, mais la majeure partie du temps, vous êtes des modèles. Alors des modèles de quoi ? Montrer qu'on se connaît, montrer qu'on est capable de faire des choix, de prendre des décisions. Alors quelle est la différence entre faire des choix, prendre des décisions ? Faire des choix, si on me propose option A, option B.
Prendre des décisions, c'est je construis option A, je construis option B, C, D, et je choisis à l'intérieur des options que j'ai moi-même construites. Un autre truc aussi, c'est apprendre à résoudre des problèmes, et l'autre, c'est assurer sa sécurité. Assurer sa sécurité, c'est important. C'est souvent là que les enfants au développement atypique sont un peu bridés dans l'exploration, dans le développement de leur liberté. C'est parce qu'on a peur du risque potentiel qui pourrait arriver. Quand je développe un peu plus, je parle de la notion de dignité du risque. J'ai appris avec grand plaisir que la Maïf fait des outils justement sur la notion du risque et comment l'accompagner, comment le prévenir, etc. Donc ça, je vous encourage à aller faire un tour. Ils sont très intéressants, leurs outils. Alors, ce que je vous dis depuis tout à l'heure en filigrane, c'est que l'autodétermination, ça s'apprend. C'est pas inné. Ça se prescrit pas non plus. Et j'insiste, j'ai déjà vu des gens dire « Bon, maintenant, tu es autodéterminé, hein ?» Non. Malheureusement, c'est plus complexe, c'est plus long, c'est plus lent. Et comme tout apprentissage, l'autodétermination, ça se fait en termes de zone proximale de développement. Si c'est trop loin de mes capacités actuelles, je suis en échec. Si c'est trop proche de mes compétences et de mes capacités, j'apprends pas grand-chose. Donc, il faut être dans le juste milieu. Et ça, c'est tout le rôle de l'adulte, l'éducateur, etc., de cibler cette zone-là d'apprentissage. Là, je vous ai balancé de la théorie. Comment, plus concrètement, plus dans la pratique? Les modèles que je vous ai montrés, là, la motivation, puis le modèle fonctionnel, ils sont sympas pour aider à réfléchir, pour conceptualiser, pour se rendre compte que l'autodétermination, c'est plus que simplement faire des choix, mais ils ont tous un défaut, et un très gros défaut, c'est qu'aucun d'entre eux ne prend suffisamment en compte l'environnement. Or, l'environnement, c'est par là que passe la majorité de l'autodétermination. En fait, c'est plus précisément par les occasions qu'offre l'environnement. Donc là, je vous ai mis un petit diagramme juste pour vous montrer que quand on veut le réfléchir, cet environnement, une façon simple de le faire, c'est de le diviser en 3 catégories. Humain, l'environnement humain, donc c'est nous. L'environnement matériel et physique. L'environnement matériel, c'est tout ce qui est déplaçable, genre les chaises, le micro, ça. L'environnement physique, c'est ce qu'on ne peut pas vraiment bouger, comme les murs de l'édifice. Alors vous allez me dire, si on le voulait vraiment, oui, si on le voulait vraiment, on pourrait. Mais mettons que ce n'est pas immédiat. C'est intéressant de pouvoir réfléchir l'environnement dans ces 3 sphères-là, puisqu'il y a des choses qu'on va pouvoir changer, des choses qu'on va pouvoir proposer pour permettre à l'élève de développer des apprentissages. Puis alors là, je vais vous parler de mon neveu sur ce coup, qui est un petit gamin de 7 ans, qui vient d'être diagnostiqué avec un TDAH, comme beaucoup d'enfants. Et l'année dernière, donc, il était en CP, il était en échec. Il est passé à ça de redoubler son CP. Et en fait, c'est ça, il perturbait la classe, il était ingérable, quoi. Et sa maîtresse, à cette époque-là, essayait d'intervenir auprès de lui, de lui mettre un cadre, de le punir. Il revenait avec des mots dans son carnet tous les 2 jours, bref, l'enfer. Et finalement, une autre personne est intervenue, une personne qui est ergo. Et là, elle a dit, mais attends, il faut proposer quelque chose à ce gamin plutôt que de le punir. Et donc, tout simplement, ils l'ont mis tout au fond de la salle, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais c'est un gamin qui regarde beaucoup, et quand il est tout devant et qu'il a envie de donner la réponse, il la donne. Sauf que quand il est au fond, il a le temps de voir que les autres lèvent la main et de se rappeler que pour donner une réponse, il faut lever la main. Donc il est tout au fond de la classe, il a un élastique sur sa chaise là, pour pouvoir s'agiter autant qu'il veut, il a un coussin aussi pour pouvoir s'agiter autant qu'il veut. Il est en CE1 donc maintenant et tout se passe super bien. Il n'y a pas eu besoin de faire d'intervention plus que ça auprès de lui, il fallait changer son environnement. Et en fait, un grand merci à cet ergo, moi je le disais mais personne ne m'écoutait, un grand merci à cet ergo qui a travailler sur l'environnement de cet enfant qui n'avait pas du tout besoin qu'on intervienne sur lui. Il est bien parfait comme il est avec son TDAH. C'est l'environnement qu'il faut changer pour lui permettre de suivre correctement les cours. Donc là-dessus, travailler sur l'environnement, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Ce bonhomme-là, il a fait une liste
de 8 suggestions sur comment faire pour normaliser l'environnement, c'est-à-dire le rendre le plus banal, le plus classique. Et donc lui, il dit il faut avoir un rythme pour une journée, un rythme dans l'année qui est normal, qui n'est pas forcément toujours structuré. Et souvent on me répond oui, mais pour les enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, ils ont parfois besoin, et c'est vrai, d'un environnement extrêmement structuré. C'est vrai, pourquoi pas. Je ne vous dis pas que ces règles-là fonctionnent pour tout le monde. Je vous dis que quand on veut travailler l'autodétermination, normaliser l'environnement, principalement pour les enfants avec des développements atypiques, est très important pour permettre à ce qu'ils aient des occasions de développer ces compétences-là. Je vais prendre un petit temps plus particulier sur le numéro 4, offrir des occasions de développement correspondant au cycle normal de la vie. On parle de sexualité un petit peu. Ouais. Et ça, c'est principalement valable pour les enfants qui ont un retard de développement. Comme je vous disais, je travaille avec des adultes qui ont une déficience intellectuelle et parfois on leur nie le droit à la vie affective et sexuelle. Parfois, bien souvent. Et finalement, un ado, ça reste un ado, hein, avec des hormones d'ado. Hein, peu importe les défis qu'il rencontre, peu importe. Donc l'idée, Nirier, en 1969 déjà, il disait mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences de la vie et on n'a pas le droit d'empêcher les personnes d'avoir une vie, un épanouissement intime. Des petites pistes encore sur comment on fait concrètement, tout simplement avoir des attentes qui sont réalistes en fonction de l'enfant, de ses compétences, de ce qu'il est en train de développer, de ses centres d'intérêt aussi, qu'on ne choisit pas, les centres d'intérêt de ses enfants. L'observer beaucoup, comme je vous parlais, l'ergo. Elle a passé quelques jours dans la classe de mon neveu pour voir comment il se comportait, comment il coupait la parole à tout le monde et comment il était un peu pénible à gérer. Bon, pour proposer des solutions qui lui correspondent à lui. Et enfin, les deux autres qui sont offrir des occasions et laisser la liberté aux enfants. Je vous l'ai dit et je vous le répète parce que je pense que c'est le message le plus important ici. Quand on bride l'enfant dans le développement, dans ses explorations, dans le développement des compétences d'autodétermination, ça a des conséquences importantes et négatives à l'âge adulte. Gardez en tête cette notion dont rajoute de la difficulté à la difficulté. Donc être extrêmement vigilant. Éviter de surprotéger. Je sais que quand on est parent, c'est pas facile. Mais en fait, en surprotégeant, il y a le risque de faire plus de dommages qu'autre chose. Je vais insister, là, c'est des chercheurs vraiment intéressants qui sont pour le coup spécialisés autodétermination et enfants, et ils font cette liste-là. Moi, je voudrais vraiment insister sur les deux derniers points. Favoriser le faire avec et non pas le faire pour. Pareil, ça paraît simple comme ça, mais dans le quotidien, on a vite fait de l'oublier, parce que il faut aller vite, et je le comprends. Et je vais vous donner l'exemple d'un ado, un ado qui était dans un truc de loisir, en tout cas. Et lui, son souhait, c'était d'aller à la piscine. Bon. Sachant que le but pendant ces séjours-là, c'est de développer l'autodétermination. Hein. Donc lui, son souhait, c'était d'aller à la piscine. Et là, c'est compliqué, parce qu'il voulait aller à la piscine le samedi, il n'y a pas beaucoup de monde, bref. Et donc du coup, il y a un intervenant qui a pris ça en main, tu sais. Genre, il s'est dit, ouais, t'inquiète, il va y aller à la piscine. Il a passé des coups de fil aux piscines municipales, il s'est arrangé, il a fait tout pour le déplacement, aux bonnes horaires, tout. Résultat, l'ado, il va à la piscine. Mais est-ce qu'on a travaillé son autodétermination ? Pas du tout. Il a à aucun moment été partie prenante de qu'est-ce qu'il y avait à faire pour aller à la piscine. Donc, certes, il a pris une décision, certes, il a eu du pouvoir sur sa vie, mais il n'a pas appris grand-chose. Alors ça partait d'un très bon sentiment, et puis tant mieux pour lui qu'il aille à la piscine, et c'est pas grave, c'est une occasion ratée, là, il y en a d'autres. On ne se met pas trop de pression, l'autodétermination, ça doit être fait de manière douce et empathique. Donc c'est pas grave. Par contre, c'est important de pouvoir le remarquer
pour pouvoir soit la provoquer, la prochaine occasion, soit la remarquer et en profiter pour que ça soit un moment de développement de compétences. Et le dernier point, oui, on sert de modèle, mais on sert aussi de guide à l'enfant. Un truc qui fonctionne bien quand on veut développer l'autodétermination, c'est pouvoir faire des feedbacks, des reflets en fait en français, sur quand on remarque que l'enfant il a l'air d'apprécier telle ou telle activité, telle ou telle musique, pouvoir lui faire remarquer là où il est bon, puis discuter avec lui aussi là où il est moins bon. Parce qu'on est tous bons et pas bons quelque part, c'est normal. C'est pas grave d'avoir des points faibles. Donc pouvoir refléter et accompagner, pouvoir discuter, alimenter la réflexion des enfants, et ça travaille leur autodétermination. Ok. Je vais profiter des 3 minutes qui me restent pour vous parler d'outils. Il y en a plusieurs qui sont à l'intention des parents, à l'intention d'intervenants, qui sont faits exprès pour développer l'autodétermination des enfants. Il y a aussi, et il ne faut pas oublier, les outils technologiques. Principalement, ces outils-là, ils aident, ça peut être avec la tablette, ça peut être des choses, des technologies qui paraissent un peu gadgets, comme par exemple, il y a dans certaines pathologies, on ne sent pas sur sa peau le chaud et le froid. Donc du coup, on peut avoir tendance à se brûler. Et en fait, il y a des gadgets tout simples là qu'on met, on visse au robinet et avec la couleur, on voit si l'eau a la bonne température. Et ces gadgets-là permettent aux personnes de développer leur indépendance, si elles le souhaitent, toujours, encore une fois, leur indépendance, leur autonomie et développer leurs compétences d'autodétermination. Donc pensez à ça. Des fois, il y a des petits gadgets tout simples qui peuvent aider. Et en plus, avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, il y en a de plus en plus. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des baskets qui vibrent pour pouvoir dire s'il faut aller à droite, à gauche. En tout cas, c'est relié à un GPS. Je ne sais pas à quel point elles sont fonctionnelles, mais on va jusque-là. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir aller faire une petite recherche sur Internet s'il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à un outil technologique qui pourrait régler une situation. L'environnement d'abord, avant d'agir sur l'individu. Ok. Et du coup, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais.